Bonjour et bienvenue dans cette émission Opinion. Je m'appelle Chloé Nicolai-Jack et je suis activiste pour la justice sociale et climatique, mais pas écolo. Aujourd'hui, nous sommes à 2 minutes de Charleroi pour discuter du nouveau livre de Jean-Marc Nollet, Conquête. Alors j'ai eu l'occasion de le lire et même si j'ai été d'accord avec beaucoup de propositions, j'avais quand même encore quelques petites questions à lui poser. Bonjour Chloé. Bonjour Jean-Marc, comment ça va? Oui, très bien, merci. Alors qu'est-ce qu'on fait ici en particulier? Ici, c'est ici que moi j'habite. Je ne suis pas né ici, mais j'habite Charleroi, la région de Charleroi. Et comme tu vois, c'est pas le pays noir qu'on dit. Hein. Souvent, on appelle Charleroi comme étant le pays noir, mais on voit ici, il y a beaucoup de verre. Et il y a ces terrils qui nous rappellent l'histoire de Charleroi. Les mines, le charbon. C'est un territoire que moi j'adore. J'adore me promener. On ira tout à l'heure ici dans les bois. J'adore la nature aussi, parce qu'il y a beaucoup de nature. Mais j'adore les gens. Parce que cette ville vit, cette ville bouillonne. Et cette ville a une histoire, mais aussi un futur dont on pourra peut-être parler. Oui, absolument. Et c'est vrai que c'est très vert. J'étais moi-même assez étonnée. J'avoue, je ne connais pas du tout le coin. Tu es où, toi? De Bruxelles. Ah ben voilà. Voilà, donc ça fait du bien de sortir et de prendre un petit peu l'air aussi. Et on est là pour parler de conquête, donc on y va? On y va. Ouais. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de la crise climatique et encore heureux, même si on est très loin des mesures qui seraient nécessaires pour arriver à rester dans l'accord de Paris ou à sécuriser un futur viable, on va dire. Mais pourtant, il y a une autre catastrophe qui se profile, tout aussi dangereuse et dont on parle beaucoup moins. C'est la chute de la biodiversité et l'effondrement du vivant, tout simplement. Et pourquoi est-ce que tu penses que ça, c'est beaucoup moins discuté, que ce soit dans les médias, que ce soit en politique ou même chez les citoyens, il n'y a pas vraiment cette connexion avec cette crise-là alors qu'elle est tout aussi importante? C'est une question que je me suis posée en écrivant le bouquin parce qu'il y a un chapitre qui est consacré au climat et puis j'en consacre un à la biodiversité et je prends plus de place pour parler de la biodiversité parce que quelque part, je me dis, tiens, le climat, c'est connu. Mais alors pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui jouent. Il y en a un, c'est qu'il y a un objectif facile. Enfin facile, pas facile à atteindre, mais facile à déterminer. Ouais. Ne pas dépasser les 2 degrés Celsius et idéalement même 1,5 de réchauffement. Ça, c'est un premier élément. Du côté de la biodiversité, il y a beaucoup d'espèces et en fait, il n'y a pas un élément particulier. Il y a des centaines de milliers d'espèces différentes qui disparaissent aussi chaque année, rien que pour les oiseaux, les batraciens, les mammifères, etc. Et donc, tu ne sais pas aussi facilement que ça identifier un objectif, même si c'est effectivement extrêmement important, comme tu le dis. Bon, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que y a des acteurs qui se sont coalisés autour de l'objectif du climat. Pour la biodiversité, les acteurs sont parfois encore un peu plus éclatés. C'est un autre chapitre du livre où je fais appel à des alliances, à ce que les acteurs se relient entre eux et essaye de développer de l'action politique, culturelle, plus large, ensemble. Mais il faut aussi bien dire que les deux sont très fortement reliés. La crise climatique a des conséquences sur la biodiversité négatives, et la disparition de la biodiversité n'aide pas non plus à résoudre le climat. Et donc il y a un effet là... boule de neige qui peut aussi s'entraîner négativement entre les deux. C'est difficile à mesurer aussi d'une certaine façon. C'est très difficile à mesurer, oui. On n'a pas encore répertorié toutes les espèces qui existent. Et donc forcément, c'est difficile à mesurer leur disparition. Toutefois, tous les indicateurs vont dans le rouge. Donc on sait que la direction est mauvaise et on sait qu'il y a une forme d'accélération aussi dans la disparition de la biodiversité. Alors, il y a encore un autre élément que je voudrais mettre en exergue, c'est que le climat, on voit concrètement ce que ça veut dire, le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique. On a des vagues de chaleur, comme on a eu cet été, on a des inondations, on a parfois on voit les glaces dans les pôles qui fondent, tout ça c'est visuel. Oui, tout à fait. La biodiversité, à première vue comme ça, tu dis voilà, je promène ici, est-ce qu'on voit la différence, est-ce qu'on verra pas forcément. Mais il y a quand même des indices. Quand j'allais en vacances, en Savoie, en France,
on devait s'arrêter tous les 2-3 heures parce que le pare-brise était rempli d'insectes, rempli de cadavres d'insectes. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Tout à fait. Et même moi qui suis un peu plus jeune, j'ai fait cette expérience aussi, hein, les insectes sur le pare-brise. Mais est-ce que du coup, tu penses que c'est lié à une déconnexion de la nature en fait? Enfin, moi j'en suis persuadée et c'est vrai qu'il y a quelque chose que tu mentionnes dans Conquête et je suis assez d'accord avec ça, c'est que aujourd'hui, et toute génération un peu confondue, et en particulier quand on grandit dans un environnement urbain, ça nous arrive de plus facilement associer un logo avec le nom d'une marque, par exemple, que un arbre avec son nom, son essence, un type d'insecte, un type de fleur avec ce que c'est. Et est-ce que ça, bien sûr, il y a une responsabilité des médias, notamment dans la façon dont la nature est représentée à la télé, dans les films, etc. Il y a aussi une responsabilité de l'école. Moi, quand j'étais petite, par exemple, on allait très peu dehors, très peu dans la nature. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu une responsabilité politique de ne pas avoir mis plus en avant l'importance de la nature dans nos vies et d'accès à la nature aussi, parce que je pense que c'est très difficile de protéger ce qu'on ne connaît pas forcément, puisque ça implique qu'on doit aimer ce qu'on ne connaît pas forcément. Et moi j'avais fait une petite étude très rapide, mais il y a quelques temps, c'est que les 3 quartiers, par exemple, rien qu'à Bruxelles, les plus verts de Bruxelles, sont aussi dans le top 5 des plus riches, en termes des quartiers les plus riches. Alors est-ce que du coup il n'y a pas une responsabilité un peu politique dans l'accès à la nature au final? C'est évident, si, c'est clair. Donc tu parles du rôle de l'éducation et beaucoup d'enseignants font déjà énormément de choses. Et les classes vertes par exemple, ou parce qu'on peut apprendre beaucoup dans la nature. Hein. Les couleurs, la profondeur, les espèces, les maths. l'histoire. Oui, tout à fait, les mathématiques, on peut faire beaucoup de choses dans la nature. Et les enseignants l'utilisent déjà. Mais c'est clair qu'il y a aussi un enjeu politique derrière ça. Et quand tu croises la disponibilité d'espaces verts à proximité des quartiers plus populaires, eh bien effectivement, c'est clairement politique. Ouais. Hein, on a des enjeux à Bruxelles, on a des enjeux dans les villes pour ramener du vert, ramener la nature dans la ville aussi. Et ça, ce sont des décisions que les majorités communales, mais aussi la majorité régionale doit pouvoir prendre en termes d'aménagement du territoire. Tu as raison sur ce volet-là aussi. On aborde ça dans le bouquin, il y a des propositions qui sont faites, mais c'est clair qu'il faut une majorité politique pour avancer vers ça. Ah, toujours le fameux problème. Non, mais on avance. Ouais. Parce que de plus en plus, on arrive à convaincre autour de ça. Sur ces sujets-là, c'est vrai que je fais partie d'une génération qui est extrêmement consciente de ces enjeux-là, mais qui est aussi extrêmement inquiète. Moi-même et beaucoup de gens dans mon entourage souffront d'éco-anxiété, de cette peur un peu de l'avenir, de à quoi va ressembler notre futur dans quelques années. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez prenant dans une société où toutes les injonctions nous poussent à consommer, à nous un peu nous établir, nous développer à travers la consommation, le voyage, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez évident par rapport à la publicité. Et moi, j'ai très peur que cette éco-anxiété, ce sentiment, ça mette un peu malheureusement KO toute une future génération de potentiels leaders écologistes ou des personnes qui pourraient avoir un impact et qui ont beaucoup de mal parce qu'ils se sentent complètement emprisonnés dans cette anxiété en fait. C'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup parce que tu n'es pas la première à en parler, mais c'est quelque chose que moi, dans mon militantisme antérieur, j'ai pas connu. J'ai un parcours mouvement étudiant, j'ai travaillé aussi avec les jeunes du Quart Monde, Amnesty International, tout ça. Et c'est quelque chose, en tout cas, dans les fréquentations que j'avais, l'éco-anxiété, enfin l'anxiété liée à la situation, pourtant c'était des situations parfois très très difficiles, très très compliquées aussi, très prenantes, mais pas dans la dimension, je pense, qui est nouvelle ici, à savoir que on pourrait même arriver à la fin de l'humanité sur la planète. Et je pense qu'il y a en tout cas une chose qu'il faut bien se dire, c'est que c'est pas la responsabilité des jeunes. S'il y a bien des responsables, c'est ceux d'avant. C'est principalement les responsables politiques qui, tout en étant conscients des dangers, des risques, n'ont pas agi à la hauteur de ce qu'ils savaient. Ça, c'est la première chose à dire. Mais bon, c'est facile de dire ça, et c'est pas avec ça qu'il y a une solution pour tout le monde. Moi, j'ai, par exemple, pris un peu de temps avec une journaliste qui m'avait suivi sur un dossier du nucléaire, un des dossiers que je suivais quand j'étais parlementaire. Elle était ancienne journaliste à Libération, et elle avait vraiment été très profondément malade d'anxiété écologique, comme on le dit. Et elle s'en est un peu la fois sortie en rencontrant d'autres personnes qui avaient un peu la même difficulté dans leur vie. Et le point commun,
c'était de repartir dans l'action. Ouais. Chacun à son rythme, chacun à sa manière, avec ses sujets de préoccupation, etc. Mais c'était pas seulement rester dans la difficulté, l'interrogation profonde sur la responsabilité, sur est-ce qu'il y a un avenir, etc. Ouais, ouais. C'était de se dire, de toute façon, voilà, on va se battre, on va le faire, et on verra bien ce qu'il en adviendra. Ouais. Mais au moins, on se sent utile parce qu'on est dans le combat. Mais j'ai bien conscience que ça restera difficile et que pour de nombreuses personnes, et c'est d'ailleurs un sujet que j'aborde aussi dans le bouquin, l'éco-anxiété, c'est quelque chose qui se nourrit aussi de l'absence de réaction suffisante. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est là où effectivement l'action est absolument fondamentale. Moi, c'est là où je trouve une forme de remède, c'est dans l'action, dans le militantisme, dans le fait aussi d'être avec d'autres gens qui se battent. Et je pense que... pas faire que ça, hein, parce non, bien si sûr. tu fais que ça après, bien sûr, mais c'est aussi une forme de, je pense, une forme de, entre guillemets, de remède, et ça fait du bien aussi au quotidien de se dire qu'on a un impact positif. Et je pense que ce qui aide aussi, entre guillemets, c'est de voir qu'aujourd'hui, ça devient très difficile de se déclarer ouvertement climato-sceptique. Il y en a de moins en moins. Oui. Moins en moins. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais ils adoptent d'autres techniques, et notamment le fait de retarder beaucoup les mesures nécessaires, de dire que potentiellement ça va avoir un impact sur la liberté individuelle, ou alors de mettre en avant les solutions purement technologiques. La technologie nous sauvera dans quelques années. Ça, il y en a, oui. Et il y en a des comme spécialistes. Voilà, et il y en a quand même beaucoup. Et c'est vrai que c'est un discours qui est aussi souvent repris, notamment par des personnes privées, des entreprises, mais aussi par certains partis plus conservateurs, y compris en Belgique. Et donc moi, ma question, c'est est-ce que, bien sûr, il y a la responsabilité des médias d'éduquer à ces fausses solutions, mais est-ce que c'est pas aussi la responsabilité des partis politiques progressistes de dire à un moment, ça, c'est pas les solutions dont on a besoin pour nous assurer un futur viable? Oui, les partis politiques progressistes, comme tu dis, ceux qui se battent contre l'exploitation de l'homme et de la nature, ont une responsabilité, et notamment, et peut-être même principalement, de pointer les adversaires, de ne pas nier le fait qu'il y a des gens, il y a des coalitions, la coalition du fossile, les partis conservateurs, les partis aussi qui veulent porter atteinte à nos libertés. Eh bien, ces responsables politiques-là sont clairement des adversaires d'une société apaisée, d'une planète qui reste habitable pour tout un chacun aussi. Maintenant, évidemment, il y a aussi la responsabilité des partis progressistes de convaincre les électeurs. Et c'est dans l'interaction entre les deux aussi que ça se joue. Et pour réussir à convaincre, je le développe dans le livre, il faut multiplier les alliances. On ne peut pas rester seulement dans notre petit milieu politique, entre écologistes aussi. On doit pouvoir aller se confronter aux agriculteurs, au monde de la culture, au monde de l'enseignement, et lier toutes nos problématiques, parce que les solutions sont très souvent les mêmes entre elles. Hein, c'est une autre conception de la vie aussi qui est proposée. C'est une vision très solidaire du développement humain, nord-sud aussi, cette dimension-là doit être présente aussi. Et alors je pense qu'en reliant les différents combats et en ne restant pas dans un secteur, alors on retrouve tout le sens et aussi la puissance, le sens et la puissance du combat. Mais sur ces inégalités, j'ai une petite question, mais avant, est-ce qu'on ne se remettrait pas en route? Allez, d'accord. On a de la chance avec le soleil. Hein. Ah, ça fait du bien. Mais avant de passer aux inégalités, ma question, si on reste un peu sur la question des partis politiques et de la politique en général, c'est qu'il y a une réelle fatigue démocratique. Les gens sont fatigués de la politique en général et des politiques aussi, on ne va pas se mentir. Et ça peut mener à des phénomènes, et ça mène d'ailleurs à des phénomènes notamment de populisme, de discours démagogues. Et on le voit partout en Europe. Moi, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur aussi. Et c'est pas un phénomène nouveau, ça a pris depuis quelques années. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi à ce moment-là, je sais que je reviens beaucoup sur la responsabilité, mais une responsabilité des partis plus progressistes? Est-ce qu'on a peut-être un peu nié ça pendant quelques années? On s'est dit que ça allait pas prendre tellement d'ampleur. Est-ce qu'on s'est pas suffisamment battu contre ce type de discours et ce type de phénomène? Je pense que les partis progressistes ont surtout cru que leur programme, leur idéologie, c'est pas un gros mot pour moi, leur manière de voir les choses suffisait. Et qu'à force d'avoir des discours, de se présenter aux élections, d'aller à la télévision expliquer, ça allait aller. En fait, ça ne suffit pas. Ou ça ne suffit plus, mais je pense que ça n'a même jamais suffi. Il faut accepter de laisser le système politique être irrigué par des processus de participation qui n'ont jamais existé jusqu'à présent. Alors en Belgique, on a
en horreur la question du référendum. Moi, je l'aborde dans le bouquin, je parle de préférendum, l'idée de donner non pas oui, non, blanc ou noir, 1 ou 0, mais donner la possibilité aux citoyens, à tous les citoyens de s'exprimer sur un enjeu important, mais en donnant des intonations. Ouais. Un peu comme la primaire populaire en France, où on ne disait pas cette personne d'office, cette personne non, mais... Exactement, on pouvait voter pour plusieurs possibilités, on pouvait même les classer. Oui. Tu vois, mais derrière ça, évidemment, le politique devrait alors suivre ce qui se dégage de ce genre de processus. Mais, allez, réoxygéner la démocratie, c'est un des exemples, le préférendum, mais ce n'est pas le seul. Je crois beaucoup, et on l'expérimente à Bruxelles notamment, à des commissions mixtes au Parlement. Des élus sont là, mais il y a aussi des citoyens tirés au sort qui viennent discuter des mêmes sujets au sein du Parlement. On l'a fait sur la 5G, par exemple, on l'a fait aussi sur les leçons à tirer de la crise, de la manière dont la crise Covid a été gérée. Et c'est vraiment très intéressant. Ça oblige les politiques d'abord à s'écouter, parce que ça fait un de nos défauts. Pas toujours simple. Ça veut dire que ça devient un jeu à un moment donné, mais voilà, pas le meilleur des jeux. Mais ça oblige aussi les citoyens à entrer dans la responsabilité, c'est-à-dire de faire des choix, pas seulement en fonction de sur tel sujet je pense ça, sur tel autre je pense ça. Non, il faut avoir une vue d'ensemble. Et ça, c'est quand même le propre du politique aussi, c'est de devoir avoir une vue d'ensemble. Les partis qui aujourd'hui n'ont plus une vue d'ensemble qui leur est propre, n'ont pas d'avenir. Mais je vais revenir sur l'histoire du populisme parce qu'on sait où ça mène en fait. Puis on sait où ça mène aussi. Et c'est pour ça que moi je me bats très fortement contre toutes ces dérives-là, et y compris quand des responsables de partis traditionnels sur les réseaux sociaux adoptent des comportements et des manières d'agir qui sont des manières populistes. Parce qu'alors, en fait, ils généralisent, ils banalisent ce genre d'attitude, et ils portent, eux, alors une très lourde responsabilité en la matière. Et ils s'en dédouanent très souvent aussi. Mais si on revient sur la partie des citoyens et sur la partie aussi sanitaire, voilà, on sait qu'aujourd'hui, si la planète entière consommait, s'alimentait, voyageait, polluait comme un Belge, il faudrait à peu près l'équivalent de 4 planètes pour qu'on puisse survivre. Et alors aujourd'hui, on est dans un contexte économique, on sort d'une crise sanitaire, etc., qui est quand même pas simple pour beaucoup de ménages. Pourtant, on doit leur dire qu'il faudra qu'on change tous nos habitudes de consommation, à des degrés divers, bien sûr, en fonction de nos activités. Mais comment est-ce qu'on fait comprendre aux citoyens qui sont dans des situations parfois très compliquées qu'il va falloir qu'on réinvente, dans certains cas radicalement, notre façon de vivre ? Oui, mais c'est pas d'abord et avant tout eux qui devront faire les efforts. Hein. Ils en font déjà assez. Allez, si aujourd'hui on regarde la répartition de la richesse, eh bien, elle est clairement corrélée avec les émissions de CO2, avec la pollution. Alors j'ai un petit chiffre, rien qu'en Belgique, à peu près 11% des plus riches émettent 36% des émissions, ce qui est 5 fois l'empreinte des 50% les plus pauvres. Voilà. Donc ça montre bien que les efforts, ce ne sont pas les personnes qui sont déjà aujourd'hui démunies qui doivent les faire. C'est d'abord et avant tout les 10% les plus riches qui se permettent les mini-trips un week-end sur deux, qui n'ont pas de problème de consommation d'énergie, de déplacement 4x4, etc. etc. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer les voitures, c'est pas vrai. Mais les transports en commun, ça doit être accessible à tout un chacun. Le bus, le train, le vélo aussi, ou la promenade à pied comme on peut le faire ici. Puis, voilà. Et ça, ce sont des choses qui jouent parce que la mobilité impacte énormément. C'est le premier volet. Le deuxième volet, tu parlais des 4 planètes, moi j'ai envie de parler des 4 saisons. C'est de consommer local et consommer en lien, en phase avec les saisons. Il y a des fruits, il y a des légumes qu'on ne trouve pas à chaque moment de l'année. Et c'est peut-être bien un peu à la fois d'y réfléchir aussi. Alors, ça ne suffira jamais. Je crois qu'il y a un impact énorme de la finance. Et il ne faut pas nier que dans tout le débat politique, c'est d'abord et avant tout la régulation de la finance, des placements financiers, des fonds de pension, de la spéculation aussi, qui va nous permettre alors de ramener le monde sur une trajectoire qui permet de rendre équivalent ce que la Terre peut donner en un an et ce que l'homme, la femme, les enfants vont consommer en un an. Oui, non, mais tout à fait. Mais évidemment, il y a plein de choses qui sont abordées dans ce livre, que ce soit lié à la consommation, que ce soit lié à la justice sociale, la justice climatique. Mais je pense que ce qui est important, enfin en tout cas pour moi, c'est vraiment de dire aussi aux citoyens que
il y a beaucoup d'efforts individuels qui sont à faire, ça c'est évident, mais il y a aussi toute une partie systémique, donc un changement de système qui est nécessaire, que ce soit d'un point de vue de la politique, comme on en discutait, réinjecter de l'oxygène dans la démocratie, faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus participative, mais aussi d'un point de vue économique et qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer au niveau de la taxation, au niveau de la finance, etc. Et que ce n'est pas uniquement à l'individu qui potentiellement est déjà en difficulté aujourd'hui de faire tous les changements. Ceux qui disent que la responsabilité et la capacité de changement par rapport aux difficultés environnementales qu'on vit aujourd'hui est dans les mains des individus, chacun de nous, toi, moi, les autres, etc. Et exclusivement dans les mains, se trompent. Et ils le font pour ne pas changer le système. À l'inverse, ceux qui disent tout va être solutionné par la technologie, les technolâtres, comme je les cite dans le petit livre là, eux se trompent aussi. C'est clair qu'il y a une partie de solution dans la technologie, je ne nie pas ça. Il faut continuer, et nos chercheurs en Belgique travaillent énormément et amènent beaucoup de résultats en la matière. Il faut continuer à faire des gestes aussi, être éco-responsable, c'est évident. Bien sûr. Mais ce ne sont pas ces deux pôles-là qui vont résoudre fondamentalement la question que tu poses, celle du changement de système. Et oui, il faut un système fiscal, un système économique, un système politique qui soit plus juste. Et on ne s'en sortira sur l'environnement qu'en combattant en même temps les inégalités sociales. C'est le même problème, c'est le même défi et c'est la même manière de changer les choses. Et ça, c'est ce que moi je porte dans mon combat politique de tous les jours. Tu vois. Tout à fait, c'est deux faces au final d'une même pièce. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ce petit coin de verdure que je ne connaissais absolument pas et merci pour cette discussion. Merci beaucoup Chloé. Bon après-midi. Merci, bon après-midi. La politique se fait actuellement trop souvent sur des plateformes qui ne permettent pas le débat d'idées, qui ne laissent pas la place aux échanges argumentés, aux nuances et aux évolutions de positionnement. Ce constat a poussé le coprésident d'Ecolo à publier un livre pour remettre le débat politique au centre. Arrêter de perdre du temps sur des polémiques futiles, développer son analyse de la situation et formuler des propositions à la hauteur des défis sociaux et environnementaux qui nous font face. Dans cet ouvrage, il désigne également les adversaires de la nécessaire transition écologique et pose les jalons pour de nouvelles alliances, seuls capables de renverser les blocages et d'accélérer le mouvement pour rendre le monde plus juste et la Terre plus verte. Bref, pour offrir à chacune et chacun une vie plus chouette. Le nouveau livre de Jean-Marc Nollet, Conquête, Chemin, Adversaires et Alliances pour la transition écologique, est édité par Couleur Livre, une maison d'édition indépendante belge. N'hésitez pas à contacter votre libraire pour vous le procurer.